Économie de Max sur i24 News, bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, panique à bord du côté du Royaume-Uni. Beaucoup d'inconnus à quelques jours du référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Le oui et le non sont au coude à coude. Quels risques et quels profits éventuels pour Londres, Édimbourg, Bruxelles aussi. Et au cœur des enjeux, le pétrole mais aussi la pêche. Gros plan tout à l'heure sur les pêcheurs écossais qui redoutent une éventuelle modification des quotas européens. Et puis nous reviendrons avant cela sur le choc du 11 septembre, 13e anniversaire aujourd'hui. Comment les marchés ont-ils réagi à l'époque? Eric Lewin nous rafraîchira la mémoire. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Petit tour du monde avant tout cela, de l'actu économique internationale avec d'abord un nouvel épisode peut-être dans le bras de fer Russie-Occident. La Pologne, très critique envers Moscou au sujet de la crise ukrainienne, affirme que le groupe russe Gazprom a réduit de près de 25% ses livraisons de gaz en sa direction. Gazprom dément et assure que le volume livré est resté identique et surtout qu'il dépend des ressources disponibles. Une affaire à suivre en tout cas puisque l'Ukraine pourrait aussi être pénalisée par ces perturbations. La France entend défendre jusqu'au bout le nouveau dérapage de ses finances publiques. Hier, Michel Sapin, ministre des Finances, a indiqué que le déficit public va encore augmenter cette année à 4,4% du PIB. L'objectif, la promesse de 3%, ce ne sera pas avant 2017. Du coup, Bruxelles exige des efforts crédibles de Paris et cela irrite au PS. Nous n'arrêtons pas de prendre des mesures crédibles depuis maintenant 2 ans et demi et donc Paris, et en tout cas l'Assemblée nationale, demande à Bruxelles des mesures crédibles en matière de relance, en matière d'investissement. Et décidément, le contraste apparaît toujours aussi saisissant entre Paris et Berlin. Hier également, dans la foulée d'ailleurs des annonces de Paris, Angela Merkel s'est dite fière des performances budgétaires de son pays, avec, on le sait, un excédent de plus de 1% au premier semestre. La chancelière veut ériger la discipline allemande en modèle pour le continent. Le financement de l'économie à crédit doit cesser, a-t-elle notamment martelé. Notre ministre des Finances l'a dit hier. Tenir nos engagements en Europe, en particulier dans la zone euro, cela doit devenir notre marque de fabrique, contrairement à ce qui a pu arriver par le passé. C'est cela qui crée la confiance. Et puis en bref, Li Keqiang, le Premier ministre chinois, participait hier au Forum économique mondial à Tianjin, au sud de Pékin. Il s'est appliqué notamment à rassurer les grandes multinationales après les enquêtes en Chine sur les monopoles. Li Keqiang s'est montré par ailleurs confiant quant à la capacité de l'économie chinoise à poursuivre sa croissance, grâce notamment à la science et à l'innovation. Une croissance attendue autour de 7,5% cette année. Nous devons savoir que l'économie chinoise a une forte ténacité et une grande marge de croissance. Les mesures que nous prenons seront bénéfiques à court et à long terme, ce qui préviendra d'une potentielle lourde chute. Un atterrissage brutal ne se produira pas. Bien sûr, nous avons certains défis à relever, mais ces challenges sont vraiment formidables. Et 11 septembre oblige, retour sur la manière dont les marchés, l'économie ont vécu ce traumatisme. On va d'abord écouter ces quelques mots hier du président américain. Il y a 13 ans, notre pays a été attaqué. La semaine prochaine marquera les 6 ans depuis le pire recul qu'a connu notre économie, depuis la Grande Dépression. Pourtant, depuis ces chocs, à travers la douleur et le travail éreintant pour rebondir, l'Amérique est mieux placée aujourd'hui qu'aucune autre nation sur Terre pour saisir l'avenir. Et en ligne avec nous depuis Paris, notre expert des marchés, Eric Lewin. Bonjour Eric. Alors 13 ans après ce choc du 11 septembre, ça reste un mauvais souvenir pour les marchés. Écoutez, oui, ça reste un mauvais souvenir, tout du moins au début. Vous vous rappelez que pour la première fois depuis la Grande Dépression, il y avait eu 4 longues séances de bourse qui avaient été annulées à Wall Street. Alors quand on avait repris le 17 septembre, le marché américain avait perdu 7,1%, il avait même perdu 15% sur la semaine, donc ça reste un traumatisme, sauf que les autorités monétaires ont agi. Il y a eu une forte baisse des taux aux États-Unis, avec notamment après 4 abaissements de taux entre un mois, de sorte que 2 mois après le traumatisme du 11 septembre, les marchés américains avaient retrouvé le niveau d'avant le 11 septembre. Alors, ce qu'on peut dire à l'époque, c'est qu'il y avait vraiment un traumatisme d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire que la Fed était obligée de réagir parce qu'elle avait peur que l'économie s'arrête complètement puisque les Américains étaient traumatisés. Elle a agi vite. Alors, c'est vrai qu'après, on a accusé la Fed d'avoir peut-être entretenu des bulles en baissant très fortement comme ça ces taux, mais en tout cas, elle a quand même sauvé à l'époque le système financier. Merci Eric Lewin. Et on va parler maintenant de l'Écosse.
Et on s'intéresse donc à ce tournant potentiel pour le Royaume-Uni. L'Écosse jouit déjà, on le sait, d'une large autonomie. Elle se décidera dans quelques jours sur son indépendance. Alors sur le papier, Édimbourg a des arguments solides pour se passer de la couronne. 3e PIB par habitant en Europe, un faible taux de chômage et l'essentiel aussi des ressources en pétrole de mer du Nord. Mais les liens historiques avec Londres restent, on va le voir, vitaux pour l'économie locale. On regarde d'abord ce sujet de Johanna Citruc. Le compte à rebours a commencé. Dans une semaine, les Écossais devront voter pour choisir, ou non, de quitter le Royaume-Uni. Pour les partisans du oui, la priorité est le contrôle des richesses, principalement le pétrole. C'est de cette ressource que l'Écosse tire 17% de ses revenus. La possibilité d'avoir plus de pouvoir est maintenant sur vos bulletins de vote. Je pense que si on veut garantir des pouvoirs et si on veut garder le contrôle de notre nation entre nos mains, plutôt que de s'en remettre à Westminster, alors nous savons que ce que nous devons faire est de voter oui. Pourtant, l'Écosse reste très dépendante du Royaume-Uni. Entre 70 et 75% des exportations se font vers les 3 autres États de l'Union. Et les revenus issus du pétrole sont très volatiles. D'autant que plusieurs études prévoient une extinction des gisements d'ici 30 à 40 ans. Mais l'indépendance de l'Écosse pourrait surtout dévaster le milieu des affaires. Depuis quelques jours déjà, c'est un sentiment d'incertitude qui domine. Dans les entreprises, mais aussi sur les marchés. Les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et il n'y a rien de plus incertain que la perspective de briser le pays. Il y a beaucoup d'incertitudes à propos des questions auxquelles les nationalistes ne répondent pas, comme l'argent que nous allons utiliser, quelle sera notre monnaie. Conserver la livre sterling avec ou sans le soutien de la Banque d'Angleterre, émettre sa propre monnaie ou rejoindre l'euro. Aucune solution n'a pour le moment été mise en avant par les partisans de l'indépendance. Mercredi, c'est le Premier ministre britannique en personne qui s'est rendu en Écosse avec un objectif: enrayer la montée du oui à l'approche du référendum. En fin de compte, ce seront les Écossais qui décideront. Mais je veux qu'ils sachent que le reste du Royaume-Uni veut qu'il reste. Et je parle en tant que Premier ministre. Donc nous prenons toutes les mesures nécessaires pour nous assurer que les Écossais savent qu'ils peuvent avoir le meilleur des deux mondes. Plus de pouvoir pour se gouverner, tout en restant dans le Royaume-Uni. Selon les derniers sondages, les indépendantistes et leurs opposants sont au coude à coude. Mais le non est donné vainqueur avec 39% des intentions de vote. En tout cas, un scrutin bien plus serré que prévu. Et en ligne avec nous depuis l'Écosse, justement, un expert, politologue et professeur à l'université d'Aberdeen sur la côte est de l'Écosse. Michael Keating, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on a vu ces derniers jours les efforts du gouvernement britannique pour convaincre les Écossais de rester dans l'Union avec la promesse de plus d'autonomie. Économiquement, Londres aurait beaucoup à perdre, d'après vous, d'une indépendance de l'Écosse ? Oui, le problème pour le compte de oui est que l'offre de plus d'autonomie arrive un peu trop tard parce que les unionistes ont refusé une deuxième question sur le bulletin de vote sur plus d'autonomie et maintenant ils vont présenter un paquet de mesures peu définies au dernier moment. Ouais, dernier moment. Et pour l'Écosse, en cas d'indépendance, comment on espère assurer la croissance finalement ? On sait que le pétrole ne sera pas éternel. Il pèse encore 1/5 du PIB aujourd'hui. Oui, il y a des autres mesures. On parle de la possibilité d'imiter les pays nordiques qui sont en une grande réussite compétition dans les marchés internationaux. Il y a des industries de pointe, il y a l'éducation, grande qualité de main-d'œuvre en Écosse. Il y a les exportations de whisky et des produits alimentaires, etc. Le pétrole est important pour l'économie, mais surtout le pétrole est important, il est clé pour les finances publiques. Parce que l'Écosse indépendante dépendra des revenus du pétrole pour couvrir le déficit budgétaire. Ouais. Alors un autre secteur important, c'est le secteur bancaire qui pèse 12 fois d'ailleurs en actif le PIB de l'Écosse. La banque RBS a déjà annoncé qu'elle quittera l'Écosse en cas d'indépendance. Ce n'est pas très rassurant. Oui, il parle de repositionner son siège social à Londres pour maintenir sa position dans le système de régulation financière britannique. On n'a pas de bouger les emplois ou l'activité. C'est seulement une question du siège social officiel. Donc, on ne sait pas quel sera l'impact
de ces décisions sur l'avenir économique de l'Écosse. Oui, c'est certain, il y a des risques. Et justement, concernant la monnaie, rien n'est clair autour de la monnaie aujourd'hui. À quoi faut-il s'attendre d'après vous, l'euro ou bien une monnaie locale, une nouvelle monnaie ? La position du Parti nationaliste est de maintenir le livre sterling. Il y a deux autres options, une monnaie écossaise, comme dans les petits pays comme Danemark, par exemple, ou bien l'euro. Pour des raisons politiques évidentes, l'euro est hors de question. Il y a un secteur dans le mouvement indépendantiste qui est en faveur d'une monnaie écossaise, une devise écossaise, un livre écossais. Mais la position du gouvernement écossais est une union monétaire avec le reste du Royaume-Uni. En revanche, les grands partis du Royaume-Uni ont refusé cette possibilité. Merci beaucoup Michael Keating d'avoir accepté de répondre à nos questions. Allez, on va poursuivre sur les implications de cette éventuelle indépendance avec beaucoup d'incertitudes aussi pour certains secteurs d'activité, comme celui de la pêche. À quelques jours du référendum, c'est une forme de ressentiment qui s'exprime du côté des pêcheurs écossais. Une rancune envers Londres, accusée d'avoir bradé leurs quotas européens. Et pour beaucoup, l'indépendance serait synonyme de nouveau départ pour leur industrie. Reportage à Peterhead. Les incertitudes sont nombreuses au marché aux poissons de Peterhead, le plus gros d'Europe pour certains poissons blancs. D'ici, sortent chaque jour près d'1 million de caisses à destination de l'Europe, mais aussi l'Angleterre. La différence entre envoyer du poisson en Angleterre et en envoyer en France, il y a une grosse différence de paperasserie concernant les formulaires que l'on doit remplir pour la France et s'assurer que tout est correct. Il n'y a rien de cela actuellement pour l'Angleterre. Si ça devient une réalité, il y aura beaucoup plus de paperasserie, etc. Donc c'est un grand bouleversement. L'industrie de la pêche est plus importante en Écosse que dans le reste de l'Angleterre. C'est pourquoi les indépendantistes ont choisi ce terrain de bataille. Ils accusent Londres d'avoir bradé leurs quotas européens. Peterhead a vu sa flotte fondre de 75% en 20 ans. De 120 bateaux, il ne reste plus que 30. Je dirais que ça serait un nouveau départ et ça ne va pas être facile. Je réalise entièrement ça. Mais je pense qu'il y a des opportunités pour nous d'aller de l'avant dans cette industrie. Mais à court terme, l'indépendance risque d'être douloureuse pour les pêcheurs écossais. Actuellement, ils ramènent dans leur filet 20 à 30% de plus que leurs quotas européens. Pour cela, les Écossais rachètent des quotas à l'Angleterre et au Pays de Galles. Une démarche autorisée seulement parce qu'ils font partie du quota global du Royaume-Uni. La chose essentielle que les gens doivent comprendre sur les effets de la séparation est ce que ça va faire aux matières premières, aux quotas. Comment résoudre le problème que nous utilisons plus que ce que nous avons et que nous soyons capables de commercer dans un système fluide. Que se passe-t-il quand ce système s'arrête ? Personne ne sait combien de temps l'Écosse mettra à rejoindre l'Union européenne, ni ce qu'il adviendra de ses quotas de pêche. Si le oui à l'indépendance l'emporte, les pêcheurs écossais largueront les amarres vers une mer d'incertitude. Et réponse donc jeudi prochain pour ce référendum historique. Et c'est l'heure du Media Watch. Et pour cette revue de presse, Johanna Citruc revient sur les difficultés de la France à remplir ses objectifs de déficit. Bonjour Johanna. Bonjour David. Alors 2014, nouvelle année de dérapage pour Paris, ça c'est sûr. Effectivement, en 2014, donc, le déficit budgétaire devrait atteindre 4,4% du PIB au lieu de 3,8% initialement prévu. Ça fait donc 0,6 points de plus, qui représente environ 12 milliards d'euros. Alors c'est assez abstrait, mais pour nous donner une petite idée de ce que ça représente, le site Slate a décidé de rendre ce montant un petit peu plus concret, donc 12 milliards d'euros, ça fait 2 fois la somme perdue par Jérôme Kerviel lorsqu'il était à la Société Générale, en déduisant ses gains de l'année précédente, donc ça fait 4,9 milliards d'euros, donc multiplié par 2, on atteint 9,8 milliards d'euros, plus 400 000 fois le montant des impôts que vient de payer l'ancien secrétaire d'État au commerce extérieur, Thomas Thévenoud, donc 40 000 euros en comptant les pénalités de retard, donc 40 000 fois 400 000, ça fait 1,6 milliard d'euros, et plus 30 millions d'exemplaires du livre de Valérie Trierweiler, vendu 20 euros pièce, donc 20 fois 30 millions, ça fait 600 millions d'euros. On arrive donc au total de 12 milliards d'euros. Ouais, donc il y a du travail pour Michel Sapin. Alors Johanna, autre chose, on termine avec cette étude qui montre qu'avoir un enfant, eh bien c'est bon pour la carrière, mais seulement pour celle des hommes. Oui, avoir un enfant a un impact sur le salaire. Pour les hommes, il augmente de 6% et pour les femmes, il diminue de 4%. La raison, c'est que les hommes qui ont un enfant sont considérés comme plus stables, comme
comme plus investis dans leur travail car ils ont une famille à charge, alors que les femmes qui ont un enfant sont vues par leurs employeurs comme moins concentrées et plus souvent distraites. Résultat, à compétences et disponibilité égales, lorsqu'un homme gagne $1, une femme qui n'a pas d'enfant gagne 96 cents et une femme qui a des enfants gagne 76 cents. Donc on dirait que c'est des idées reçues mais qui ont des conséquences bien réelles. C'est clair. Merci beaucoup Johanna et à très bientôt. À bientôt. Et fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. Et la suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.